En 1870, après sa cuisante défaite, la France est à l'écart du jeu diplomatique. D'abord, elle est très occupée par sa politique intérieure, tumultueuse, et puis elle a été un petit peu humiliée par cette défaite. Elle va rentrer dans le jeu diplomatique en 1880 par le biais des entreprises coloniales. Le meilleur moyen d'entrer dans le jeu diplomatique, c'est d'avoir des conflits avec ses voisins. Et ça va être le cas avec l'Angleterre et aussi avec l'Italie. En effet, la France avait une grande influence en Égypte, elle s'est intéressée à l'Égypte lors de l'expédition d'Égypte de Bonaparte en 1798, bien sûr, mais c'est Lesseps qui avait fait creuser le canal de Suez. Mais l'Angleterre avait acquis la majorité des actions de ce canal, et par suite, elle avait mis la main sur la vallée du Nil, qui subissait donc sa domination, bien que l'Égypte n'ait jamais été à proprement parler colonisée. C'est ce qui provoqua la crise de Fashoda quand le commandant marchand allant du Congo au Nil fut arrêté par Kitchener à Fashoda, ce qui mit les deux pays au bord de la guerre. D'autre part, l'établissement d'un protectorat français sur la Tunisie en 1881 avait également froissé l'Italie, qui avait une forte colonie italienne dans ce pays. Et donc l'Italie s'était rapprochée de l'Allemagne et de l'Autriche. Elles avaient formé, toutes les trois, la Triple Alliance, qu'on appelle aussi la Triplice, en 1882. Néanmoins, l'Italie entrait dans cette alliance avec l'Autriche, qui avait un paradoxe, car les deux pays avaient été en conflit lors de l'unité italienne, et il y avait toujours des terres considérées par les Italiens comme des terres irrédentes, auxquelles on ne devait pas renoncer, des terres qui sont à la frontière entre l'Italie et l'actuelle Croatie, et notamment à la ville de Fiume, en italien, qu'on appelle aussi Rijeka, en croate. Et ces terres appartenaient à l'époque à l'Empire d'Autriche. Donc il y avait un conflit latent entre les deux pays. En 1890, Bismarck quitte le pouvoir et Guillaume II change un peu de politique et s'éloigne de la Russie. Si bien que la Russie, lâchée par l'Allemagne, cherche l'alliance de la France, qui accepte avec empressement pour sortir de son isolement. Et la Russie est assez isolée parce qu'elle a un conflit latent avec l'Angleterre, car la Russie n'est séparée de l'Inde, cette colonie très importante pour l'Angleterre, que par l'Afghanistan. Et elle a peur que la Russie, qui en fait a colonisé des pays voisins, elle a des colonies dont on ne se rend pas compte que ce sont des colonies parce qu'elles sont collées à la métropole. Mais l'Angleterre craint que la Russie n'étende son influence vers le sud et ne devienne sa voisine en Inde. Ce qui explique d'ailleurs qu'en 1878, les Anglais cherchaient à envahir l'Afghanistan, ce qui leur a donné l'occasion de subir la plus grosse défaite de toutes leurs équipées coloniales. C'est au cours de cette campagne d'Afghanistan, pour la petite histoire, que le docteur Watson, compagnon de Sherlock Holmes, est blessé. Mais comme Conan Doyle s'est trompé, on ne sait pas très bien s'il a été blessé au bras ou à la jambe. Chacun peut choisir. Petite inadvertance de l'auteur. Et d'ailleurs, on peut remarquer qu'en 1979, en effet, 100 ans plus tard, eh bien, la Russie a bel et bien envahi de l'Afghanistan dans des circonstances historiques tout à fait différentes, mais la géopolitique reste inscrite dans la géographie. Donc la Russie et la France, isolées toutes les deux, se rapprochent. C'est une alliance en même temps un peu contre nature, car la monarchie russe est encore une autocratie, alors que la République est tout à fait le contraire, puisqu'elle a apporté, comme chacun sait, la liberté, la joie, le bonheur au peuple français et demain au peuple du monde entier. Telle était en tout cas sa vocation. Et de 1891 à 1901, il y aura toute une série d'accords politiques et militaires. Et les Français vont souscrire massivement aux emprunts russes. Ces emprunts russes, qui sont vivement encouragés par la presse française, qui explique aux Français que c'est merveilleux, c'est d'excellents placements. La presse française est stipendiée pour faire cette propagande, et vous savez peut-être que les emprunts russes n'ont jamais été remboursés. Toujours est-il qu'ils ont servi à financer les chemins de fer russes, et ces chemins de fer russes, ils ont servi à transporter des marchandises pour développer la Russie, mais ils ont servi aussi, en 1914, à transporter des troupes. Ils avaient aussi une visée stratégique et militaire, ce qui fait que la mobilisation russe de 1914 étonnera les Allemands par leur rapidité, grâce aux subsides des épargnants français qui n'ont jamais été remboursés. En 1891, une escadre française mouille dans les eaux de Kronstadt. En 1893, c'est une escadre russe qui mouille dans les eaux de Toulon. En 1896, le tsar Nicolas II fait une visite à Paris et pose la première pierre du pont Alexandre III, qui sera inauguré en 1900 pour l'exposition. C'est assez curieux qu'un pont de Paris porte le nom d'un des plus grands autocrates du XIXe siècle, c'était fait sous la Troisième République. Et puis le président Loubet va se rendre en Russie en 1901 et de nouveau Poincaré en 1912 et
Poincaré sera de nouveau en Russie en 1914 et nous en reparlerons. Et forte de cette alliance russe, eh bien la France va se croire assez forte pour braver l'Angleterre en Indochine et également en Afrique, ce qui conduira à l'incident de Fashoda, dont je ne vais pas reparler. Mais rapidement, il va y avoir une nouvelle entente cordiale. Je dis bien une nouvelle, car la première entente cordiale, c'était celle qui avait été établie par Louis-Philippe en 1830, qui était la première entente cordiale, et là, c'était la deuxième entente cordiale, et qui doit beaucoup au roi d'Angleterre Édouard VII, qui l'établit dès 1903, et en 1904, tout contentieux entre les pays est liquidé. Donc ce contentieux, c'était notamment Fashoda. Et en 1905, du coup, lors de la mainmise française sur le Maroc, eh bien, l'Angleterre prendra parti pour la France lors de la conférence d'Algésiras, aux grandes dames de l'Espagne. Et puis, il va s'ajouter à cette entente cordiale avec l'Angleterre un accord secret qui va être pris par la France avec l'Italie, qui est donc dans la Triple Alliance. Mais pour avoir les mains libres au Maroc, eh bien, la France va abandonner à l'Italie la Tripolitaine, c'est-à-dire, grosso modo, l'actuelle Libye. Et si bien qu'en 1902, lors du renouvellement de la Triple Alliance, eh bien, il y aura de nouveau un accord secret. L'Italie assure la France que cette alliance ne jouera pas contre elle. Vous verrez comment se comportera l'Italie pendant la Première Guerre mondiale. Si bien que dans la Triplice, il y a un des alliés qui est un petit peu duplice. En 1905 se produit le coup de Tanger, dont j'ai parlé, la conférence d'Algésiras, qui montre que désormais la France et l'Angleterre sont comme la roue en foire, et de plus l'Angleterre se rapproche de la Russie. Et si bien qu'en 1907, elle signe avec la Russie des accords analogues à ceux de la France. On oublie tous nos différends passés, on est amis, on s'aime tendrement et on verse des larmes d'amour. Bien, comme c'est beau. Mais désormais, derrière tous ces événements pleins d'émotions et de tendresse, eh bien, il se trouve que l'Europe est partagée entre la Triple Alliance et la Triple Entente, qui se font face. Et il ne suffit plus à la France, pour prendre sa revanche, que d'attendre l'occasion propice.